Alors, rester ou partir? Si je devais répondre à cette question en 15 secondes, je dirais que déjà, ce que vous choisirez, rester ou partir, on s'en fout complètement. C'est la première chose. La deuxième, je dirais que par contre, vous serez obligé de faire un choix. Et ensuite, enfin, ce choix, il faudra l'assumer à fond. Alors, je vais développer un petit peu plus maintenant. Quand j'avais 17 ans, que j'étais en terminale, il n'y avait aucun cours qui me motivait vraiment. Je n'arrivais pas à travailler. On était 31 élèves dans ma classe, j'étais 27e. Et du coup, quand je suis arrivé en prépa commerce, voie scientifique, prépa ECS, j'étais assez inquiet. Je me suis dit, comment je vais faire pour me mettre à bosser? Et là, un peu par chance, en deuxième année de prépa, je me découvre une passion en fait, pour les mathématiques, pour la logique. Du coup, je décide d'arrêter tout le reste. J'arrête de bosser la culture générale, j'arrête de bosser l'histoire géo, je me rappelle même plus du nom des matières pour vous dire à quel point je ne les ai pas bossées, et les langues. J'arrête tout, je bosse que les maths. Quand je vais bosser avec mes potes ils sont là autour de la salle à manger, moi je m'isole dans une autre pièce, pendant 4-5 heures je fais des maths, et comme un fou, au bout de 5 heures, je sors de ma grotte comme ça et je dis Annales 2003 de l'ESSEC, magnifique millésime, on y démontre que l'exponentielle d'une matrice est égale à la matrice des exponentielles. Bref, mes potes se disaient que j'étais complètement taré. Je pense que c'est intéressant de se rendre compte qu'à ce moment-là, en fait, j'ai fait le choix de rester en prépa, mais c'était un choix inconscient. Je n'étais même pas conscient que j'avais le choix, en fait. Parce que je venais d'un lycée hyper privilégié où soit tu faisais prépa, soit tu faisais médecine, en gros. Et du coup, ce déni de choix, ça reste un choix et c'était le choix de rester. Quand j'arrive à l'ESCP, grosse déception. Je me rends compte que le challenge intellectuel dans les cours est absolument inexistant. Et il y a une culture selon laquelle si tu as un pull à capuche bleu marine ou noir, tu as le droit de bully des gars à 15 contre 1 à la sortie des soirées. Moi, ça ne me parle pas trop. Et du coup, je vais faire le choix hybride de rester, mais à ma manière. C'est-à-dire que je vais rentrer dans aucune association. Je serai ce qu'on appelle un nobody en école de commerce. Et pour renouer avec ma passion, je vais devenir donc professeur de maths en classe préparatoire. J'ai 2 classes de 15 élèves à qui je transmets ma passion pour les maths. 15 élèves qui ont 2 ans de moins que moi, des copies à corriger, tout ça, voilà. Je pense vraiment que cette expérience m'a aidé à survivre à l'école de commerce. Alors ensuite, mes collègues profs de maths me disent « Ah, bah, si tu adores les maths, tu vas adorer la finance. » Et je ne sais pas pourquoi, en école de commerce, il y a quelqu'un qui a décidé quelque part que si tu fais de la finance, ça sera forcément de la corporate finance, de la fusion-acquisition. Bon, alors, no offense, mais en fusion-acquisition, le concept mathématique le plus poussé, c'est des multiplications. Du coup, je me dis pourquoi, moi, aimant les maths, je dois faire absolument de la fusion-acquisition. Et là, un peu par hasard, je suis sur le campus de Londres et en fait, mon coloc est centralien. Et il m'explique ce que c'est que la finance de marché, les processus stochastiques. Et là, pour moi, c'est vraiment un coup de foudre. J'adore. Je me dis, OK, il faut absolument que je fasse de la finance de marché. Un peu plus tard, j'apprends que BNP Paribas fait passer des tests de logique et de finance pour recruter des structureurs. Structureur, c'est quoi? C'est l'ingénieur en salle de marché. Et à cette époque-là, dans la mentalité française, je vous rassure, elle n'a pas beaucoup bougé depuis, pour être structureur, il n'y a que 2 possibilités. Soit vous avez fait Polytechnique, soit vous avez fait Centrale Paris. À la limite, si les RH ont eu un petit coup de chaud, Centrale Lyon. Moi, école de commerce, épicier, impossible. Donc j'envoie un mail à la RH, je lui dis, écoutez, voilà, moi je pense que j'ai quand même fait un peu de maths dans ma vie, est-ce que je peux venir au test? Comme c'est une RH française, et que je coche pas la case, elle me dit gentiment d'aller me faire foutre. Du coup, parce qu'elle me dit, voilà, t'as pas fait d'école d'ingénieur, de toute façon, donc tu n'y arriveras pas. Ça sert à rien que tu viennes au test, tu pourras pas les passer. Et moi, je suis un peu comme John Locke dans Lost, j'aime pas trop que quelqu'un me mette une limite et me dise, ça, c'est pas pour toi, tu pourras pas le faire. Donc du coup, je sais pas si c'est de l'ego ou pas, mais je décide de m'inviter à ces tests et je les passe avec succès et je deviens ainsi le premier structureur d'école de commerce chez BNP Paribas. Je pense que ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le choix, partir ou rester, ça fait peur en fait aux gens. Et donc les gens qui ont peur de faire ce choix eux-mêmes, eh ben, ils vont pointer du doigt ceux qui osent faire le choix et tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues et vous dissuader de faire ce choix-là. Pour cette RH-là, le fait qu'à 17 ans, j'ai pas eu une assez de bonne note en maths, que j'ai pas fait d'école d'ingénieur, que j'ai pas choisi la pilule rouge, j'avais pas le droit d'avoir un métier qui allait me plaire. J'aurais dû prendre la pilule bleue. Quand j'arrive chez BNP, tout de suite, j'ai l'impression d'être comme dans un jeu vidéo. Il y a de l'adrénaline, il y a du challenge intellectuel, j'adore. Je vois pas mes journées passer et je vois même pas les années passer.
8 ans plus tard, à 30 ans, je suis vice-président chez Goldman Sachs. Mais là, le jeu se termine et fait place à la politique. Alors oui, je suis vice-président, c'est un titre un peu pompeux qui veut absolument rien dire, juste que j'ai passé 6 ans dans la banque. Quand je suis en soirée, il y a une forme de statut social, ça fait cool. Dès que je dis ce que je fais, les gens ont l'air de penser d'un coup que je deviens intelligent. Et surtout, j'ai un salaire qui est complètement déconnecté de la réalité du challenge intellectuel de mon job, la réalité du travail et de la charge de stress que j'ai, tout simplement les compétences réelles que j'ai. Complètement déconnecté. Et à côté de ça, il y a un truc qui se développe qui s'appelle la creator economy. La creator economy, c'est quoi? C'est cette économie de plateforme où il y a des créateurs indépendants qui viennent et qui déposent du contenu innovant tous les jours et qui font eux-mêmes venir leurs viewers. Pour pas mal d'investisseurs en Silicon Valley, et je suis d'accord avec eux, cette creator economy est une révolution économique et technologique aussi énorme que 10 ans avant, quand on s'est rendu compte que des simples plateformes de matchmaking entre l'offre et la demande, type Uber et Airbnb, pouvaient valoir des dizaines de milliards de dollars. Aujourd'hui, Uber, 115 milliards de dollars, Airbnb, 80 milliards. Moi, au-delà de ça, de manière vraiment personnelle, je vois dans la creator economy une énorme opportunité, celle de quitter la politique du monde de l'entreprise et ses discours policés, et de renouer avec moi-même, avec ma passion, et d'être complètement authentique. Alors, partir ou rester? La question me hante pendant des mois. Du coup, je me fais accompagner par des coachs. Un coach professionnel et une coach plus sur l'aspect psychologique, parce qu'à ce moment-là, je fais aussi un peu une forme de burn-out. Partir ou rester, on pose la question sur 3 plans. Le plan personnel, épanouissement personnel, le plan pro, la carrière, et le plan le plus important quand on est financier, le plan matériel et financier. Partir ou rester, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. J'arrive pas à trouver la réponse. C'est 50-50. Et c'est là que un ami qui est présent dans la salle ce soir me dit cette phrase: il n'y a pas de bon choix, il n'y a que des choix qui se rendent bons. Et là, tout s'éclaire dans ma tête. Partir ou rester, on s'en fout complètement de ce que je choisis. Le seul truc qui compte, c'est une fois que j'aurai pris mon choix, je ne regarde plus jamais dans le rétroviseur à me dire « Ah, j'aurais dû faire l'autre choix ». Plus jamais. Donc si je décide de partir de Goldman Sachs, je n'ai pas le droit dans 5 ans de dire « Ah, si ça se trouve, si j'étais resté chez Goldman Sachs, aujourd'hui je serais partenaire et je gagnerais des millions ». Ou si je décide de rester chez Goldman Sachs, dans 5 ans, je n'ai pas le droit de dire « Dommage, la creator economy, c'était le futur, peut-être qu'aujourd'hui je serais devenu Squeezie ». Donc je décide de me lancer dans la creator economy. Et comme je suis un peu en panne d'inspiration à ce moment-là, mon prochain jeu, je le trouve dans les jeux vidéo. League of Legends, l'une des disciplines les plus compétitives du monde. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un tunnelier. En gros, un tunnelier, c'est quelqu'un qui vous met un tunnel, c'est-à-dire qui vous parle d'un sujet qui ne vous intéresse pas forcément, et vous n'êtes pas sûr de voir une lumière au bout de ce tunnel. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais vous mettre un petit tunnel sur les jeux vidéo. Mais ça va bien se passer. Dans les jeux vidéo, il y a 2 types de joueurs. Il y a les joueurs micro et les joueurs macro. Les joueurs micro, c'est ceux qui considèrent que ce qui prédomine dans les jeux vidéo, c'est les réflexes, l'exécution, la rapidité, l'APM, le nombre d'actions par minute. Et les joueurs macro, c'est ceux qui pensent que dans les jeux vidéo, ce qui est important finalement, c'est la stratégie, l'anticipation, la prise de décision. Il faut savoir que dans le corps humain, les réflexes commencent à baisser à partir de 20 ans. Alors ça dépend bien sûr de à partir de quel âge vous avez commencé à vous entraîner. Moi, je ne vous cache pas que chez Goldman Sachs, je ne m'entraînais pas beaucoup. Et donc du coup, quand j'annonce sur les réseaux qu'à 31 ans, un papy comme moi va tenter de passer master, le top 0,5% sur 125 millions de joueurs en 3 mois, il y a pas mal de gens, sur Twitter notamment, qui se foutent bien de ma gueule. Et là, à ce moment-là, je décide de tout mettre en œuvre pour que mon choix devienne le bon. Donc pendant 3 mois, 6 jours par semaine, 12 heures par jour, je vais m'entraîner. Je vais être coaché par un ancien joueur professionnel, Kazewa. Je vais faire tous les sacrifices nécessaires dans ma vie privée, notamment je vais avoir l'hygiène de vie d'un e-athlète pour que, c'est pas une blague, je prends pas une goutte d'alcool, je mange pas de je mange des noix, je fais hyper attention à tout ce que je mange. T'as des trucs comme, là on est complètement off script, hein, mais il y a des trucs comme la chapelure qui réduisent les réflexes, j'ai pas le droit, j'ai une liste d'aliments que j'ai pas le droit de manger. Bref. Au bout de 3 mois, je passe master sur League of Legends et c'est un peu l'étincelle qui fait que je commence à me faire connaître et à percer, entre guillemets, dans la creator economy. Je pense que ce qui est intéressant dans cette histoire, finalement, c'est que ce qui compte, c'est pas le choix que vous faites, c'est tous les moyens que vous mettez en œuvre pour que votre choix devienne bon. Mettons que demain, vous fassiez un choix complètement débile et que vous disiez « je vais me lancer
corps et âme dans les jeux vidéo, par exemple. Ce qui compte, c'est comment vous allez mettre en œuvre votre choix. Et la clé, c'est de ne pas utiliser d'énergie stérile sur tous les facteurs exogènes qui ne dépendent pas de vous. Qu'est-ce que je fous là? J'aurais jamais dû me lancer là-dedans. Je suis trop vieux pour ça. J'ai pas de talent. Super excuse le talent, by the way. J'ai pas de talent. J'aurais dû rester chez Goldman Sachs. En plus, cette année, ils ont eu des super bonus, apparemment. Ou alors, j'ai encore perdu ma game et c'est de la faute de mes coéquipiers. Très connue, celle-là aussi. Ce qu'il faudra que vous fassiez, c'est que chacun de vos neurones soit focus sur une seule chose. J'ai fait ce choix-là. Maintenant, comment je fais pour que ce choix devienne le bon choix? Et tous les facteurs exogènes sur lesquels je n'ai pas d'impact, je les ignore complètement. Alors voilà, aujourd'hui je suis créateur de contenu et influenceur pour les étudiants. J'aide les étudiants en fait à trouver le job qui leur plaît en démocratisant, en désacralisant les top métiers dans le monde de l'entreprise. J'ai créé un talk show où j'ai un invité qui vient et on parle de son métier mais avec la patte Internet, Twitch, Creator Economy, c'est-à-dire de manière très authentique. Il va me raconter son job, sa vie perso, son équilibre pro-perso, est-ce qu'il a déjà fait des burn-out, est-ce que dans son entreprise, il y a des supports qui sont mis en place par rapport à la santé mentale, est-ce qu'il peut par exemple parler à des psychologues, tout ce genre de choses. Je considère que j'ai réussi ma transition dans la Creator Economy, et ce qui est intéressant, c'est que depuis le début, j'ai quand même pas mal redirigé ma barque par rapport à la direction que j'avais prise dans les jeux vidéo, et aujourd'hui je fais de la création de contenu pédagogique pour démystifier le monde de l'entreprise. Rendre un choix bon, c'est aussi faire preuve de souplesse, de flexibilité par rapport au premier choix que vous aviez pris, qui était une décision naïve et non informée. Donc voilà, il faut savoir être souple par rapport à ça. Et moi, de manière générale, j'ai jamais rencontré un entrepreneur à succès qui m'a dit « Moi, dès le premier jour, je savais exactement ce que ma boîte allait devenir, comment elle allait évoluer. » Alors voilà, j'ai beaucoup parlé de moi, mais je voulais vous parler de vous, essentiellement. Partir ou rester, ce choix, vous allez y être confronté plein de fois dans votre vie. Et moi, je connais plein de gens qui sont hyper malheureux dans leur vie, juste parce qu'ils n'ont jamais eu le courage de voir que ce choix existe et leur appartient. Et du coup, toute leur vie, ils sont là à se plaindre parce qu'ils ont l'impression qu'ils subissent un choix qu'ils n'ont pas fait. Si demain, vous arrivez à trouver ce qui vous anime, ce qui vous excite, ce qui vous fait vibrer, alors vous allez faire partie des rares à être heureux dans votre job. Si vous êtes heureux dans votre job, vous allez vous donner à 200%. Si vous donnez à 200%, vous allez percer. Et si vous percez, vous serez bien payé. Mais c'est la conséquence, ce n'est pas une fin en soi. Donc voilà, partir ou rester, on s'en fout complètement de ce que vous choisissez, mais il faut choisir et il faudra assumer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup. Merci.